آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Le développement économique a pour but de remplir l'humanité des besoins en matière alimentaire, services et sanitaire. En effet, le mode économique choisi depuis les décennies avec une consommation de masse donne une empreinte de plus en plus forte sur les ressources, les milieux naturels et l'écosystème. C'est ainsi qu'avec mes invités, nous allons aborder ou voir le lien qui existe entre la protection de l'environnement et la relance économique. Je me fais le plaisir de vous les présenter. Monsieur Charmant, bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed. Merci d'être ici pour nous éclairer encore sur cette thématique. Il faut dire que vous êtes étudiant, vous êtes doctorant en économie, département d'économie, la faculté de droit et sciences économiques de l'université Omar Bongo. Oui. Et en face de vous, vous avez celui que l'on ne présente plus, l'incontournable monsieur Akono Abdallah. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur Ahmed. Merci encore de nous faire le plaisir d'être ici. Ah bon, c'est une obligation que de satisfaire aux besoins de la communauté musulmane et de nos téléspectateurs. Merci. Il faut dire que nous ne satisfaisons pas seulement la communauté musulmane, mais par contre la communauté gabonaise et celle de la diaspora. Je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Confirme une bonne fois pour toutes, malheureusement, que l'homme est responsable de l'accélération des changements globaux et notamment de l'effet de serre qui a pour conséquence les changements globaux, donc une élévation très certaine de la température dans un laps de temps inédit dans l'histoire de l'humanité. Il confirme qu'il faudrait rester sérieusement dans la fourchette des 2 degrés d'élévation de moyenne pour que ce soit à peu près recevable, mais avec quand même quelques difficultés pour l'humanité. Et puis, vos images, et le rapport du GIEC le confirme, pour ceux qui en doutent, la crise climatique, nous sommes déjà dedans. Et même si nous, ça peut parfois prêter à sourire, mais moi, ça ne me fait pas sourire, pour un certain nombre de pays, à commencer par les pays d'Afrique, les petits États insulaires, tout ça a déjà des conséquences. Mais y compris aux États-Unis, je vais bientôt aux États-Unis, l'économie américaine est sérieusement impactée par la multiplication des événements climatiques et de ce qu'on appelle des extrêmes climatiques. D'ailleurs, au premier rapport du GIEC, les climatologues nous avaient dit que les premières manifestations des changements climatiques, c'est l'amplification des extrêmes, c'est-à-dire des périodes de sécheresse beaucoup plus importantes, des précipitations beaucoup plus lourdes, ou ces inondations à répétition, et des typhons ou des ouragans beaucoup plus violents. Tout ça a un coût humain, évidemment, et un coût économique. Oui, j'essaie de montrer qu'il y a une profonde contradiction, qu'on est englué dans une profonde contradiction en ce moment, parce que pour sortir de la grave crise économique et sociale dans laquelle on se trouve, il nous faudrait plus de croissance. Et on voit bien quand même que cette croissance, elle entraîne des maux, des dégâts sur notre environnement. Et je crois que ça, on est vraiment dans une espèce de croix. On porte une véritable croix. Oui, ça fait 30 ans qu'on a quand même de moins en moins de croissance. Si on regarde les courbes pour les pays occidentaux, c'est extrêmement clair. Tous les 10 ans, on diminue d'un point. Donc on a de moins en moins de croissance. Je crois qu'il faudrait maintenant peut-être qu'on se demande ce qu'on ferait si la croissance ne revenait pas. La croissance, elle est importante pour notre pays. Je pense que nos concitoyens, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent une qualité de vie, ils veulent un modèle social qui leur garantisse une retraite, qui leur garantisse des prestations de santé, des prestations de divers types. Pour que ce modèle fonctionne, il faut de la croissance, il faut des entreprises qui se développent. Mais en revanche, ces entreprises, elles ne se développent pas n'importe comment. Et la problématique du développement durable, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre la croissance économique, l'impact sur l'environnement, l'impact sur le social, ça je crois que c'est un domaine dans lequel les entreprises aujourd'hui agissent avec détermination et avec effectivement la volonté de trouver des équilibres qui sont souvent difficiles, mais dont nous pensons qu'ils sont indispensables. Oui, monsieur Charmant, je vous ai vu regarder cet élément avec beaucoup d'attention. Quelle est votre réaction comme ça? Bon, ma réaction n'est pas soudaine, c'est ce qu'on connaît déjà. Puisque les économies aujourd'hui subissent un peu les effets du changement climatique et
malgré qu'ils essayent de relancer la croissance, mais ils ne parviennent pas parce qu'il y a toujours un choc externe qui vient perturber le bon fonctionnement de l'activité économique. Donc je pense qu'aujourd'hui, les économies devaient se réformer. On a parlé d'économie de masse pour les pays développés parce qu'ils veulent entretenir le bien-être, mais ce bien-être-là a un coût, puisqu'il faut encore produire plus, il faut étendre les entreprises. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a du mal à s'en sortir. Oui, mais M. Akono? Bon, l'élément nous montre un peu le débat qui anime la place publique depuis quelques décennies, c'est-à-dire trouver un modèle qui va concilier protection de l'environnement et développement ou croissance économique. Donc ici, c'est tout un débat qui divise les théoriciens de l'économie contemporaine, qui divise également aujourd'hui certains groupes de scientifiques. Donc on a du mal à trouver le juste milieu. Comme il a si bien dit, qu'on est dans un système économique où l'on veut promouvoir la consommation de masse, et c'est cette consommation de masse-là qui va produire la croissance ou l'augmentation du produit intérieur brut des États et amplifier le bien-être des populations. Donc ici, cet élément nous montre un peu les différents intervenants, montre un peu la divergence de points de vue qui existe de nos jours quant à cet équilibre tant recherché entre protection de l'environnement et développement économique des États. Monsieur Charmant, comment pouvons-nous adapter nos économies à la préservation de l'environnement? Comment est-ce que nous pouvons faire? La question est d'actualité, puisque le débat est ouvert aujourd'hui, comme on vient de le voir avec ce dernier élément. Le monde aujourd'hui, le monde des pays développés, qui ont atteint un niveau de croissance élevé, et pour justement permettre aux populations d'être dans le bien-être. Je pense que ce bien-être-là peut être révisé. Parce que quelqu'un qui a 5 voitures, qui n'utilise pas les 5 voitures au même moment, alors pour réduire ces dépenses, on pourra avoir une voiture et une seule maison, au lieu d'avoir des maisons où parfois même toutes les pièces, on ne les visite pas en une journée. Et c'est du bois qui est parti, c'est du sable, c'est des fers qu'on récupère où certainement dans les pays africains, qui regorge de matières premières. Et tout ça là, ça fait en sorte que l'équilibre environnemental soit bouleversé. Maintenant, pour adapter ces choses, c'est encore un peu précipité de ma part de proposer un modèle, mais on y réfléchit dès aujourd'hui. Est-ce que les pays africains peuvent avoir une solution d'adaptation de leur économie, de leur relance économique, tout en préservant notre écosystème? Sachant déjà qu'on dépend de matières premières, de l'exploitation des matières premières, autant pour moi, oui. Il serait pour nous difficile parce qu'on n'a pas d'industrie de pointe. Donc, aujourd'hui, pour nous, ce serait un peu difficile. Mais je pense qu'on peut contourner la chose avec d'autres politiques comme le tourisme, faire valoir notre potentiel environnemental pour un meilleur développement, parce qu'il y a des pays aujourd'hui comme l'Espagne, la Grèce et l'Espagne, en matière de tourisme, vraiment, c'est un modèle à suivre. Mais, Monsieur Akono, c'est dans les années, si je ne me trompe pas, 2002 ou dans les années 92 que nous avons mis en place nos parcs nationaux. Nous sommes dans la première moitié des années 2000 que le président Omar Bongo, le défunt Omar Bongo, prend la décision de créer des parcs nationaux, environ 10% du territoire national qui a été consacré à la protection de la biodiversité. Et
cette décision-là avait été animée par le souci de contribuer à la préservation de l'environnement, sachant que le Gabon est un pays qui se trouve dans le golfe de Guinée, donc pays du bassin du Congo. Et ce bassin est le deuxième grand piège carbone de l'humanité, en fait de la planète Terre, avec le bassin amazonien. Donc aujourd'hui, lorsque le président Bongo Omar prend cet engagement-là, c'est pour permettre au Gabon d'occuper un certain leadership dans la préservation de l'environnement, de sorte à concilier l'exploitation des matières premières dont est tributaire l'économie gabonaise à une protection de l'environnement. Parce que, prenons le cas de l'exploitation forestière, avant la création des parcs, on avait des réserves de faune et de biodiversité. Nous avions également des arboretums, mais les forestiers, il n'y avait pas un cadre légal qui encadrait le travail des forestiers. Donc, ils pouvaient aller n'importe où, ils pouvaient empiéter sur des espaces qui étaient censés être protégés. Donc, à travers cela, Omar Bongo essaie de concilier exploitation forestière, exploitation minière et protection de l'environnement en créant en fait des zones refuges pour la biodiversité. C'est-à-dire que lorsque les forestiers vont exploiter dans une zone, les animaux, la biodiversité animale peut se déplacer et se réfugier dans des parcs nationaux. Donc ici, c'est un modèle que le Gabon a opté dans le but de protéger, donc en offrant ce qu'on peut appeler des sanctuaires animaliers, des sanctuaires pour des espèces endémiques au Gabon, afin que la nature, l'environnement soit protégé et par conséquent, ces forêts ont également une capacité à absorber le gaz carbonique, donc le dioxyde de carbone. Donc ici, à travers cette initiative de feu Omar Bongo, la forêt gabonaise devient en quelque sorte un grand moyen de stockage de carbone et un moyen également de production du dioxygène qui est vital pour toute la biodiversité animale. Mais c'est de cette biodiversité animale dont l'homme est issu. Avec tout ce que M. Akono vient de nous dire, monsieur Ndong, comment pouvons-nous avoir un développement économique sans impacter l'environnement? Je pense que, comme l'avait si bien dit Schumpeter, je vais peut-être voler ses idées. Il parlait de destruction créatrice. Alors, on peut détruire la nature tout en renouvelant ce qu'on a détruit. Par exemple, si l'on prend le cas de l'exploitation forestière, je pense il y a une société à Lastourville au nom de Precious Wood qui fait dans le reboisement. Une fois qu'ils finissent d'exploiter une passerelle, tout de suite, ils mettent en place un mécanisme de reboisement. Donc, je pense que les producteurs devaient agir ainsi. Les producteurs devaient agir ainsi dans tous les domaines. Sauf qu'il y a aujourd'hui des espèces protégées ou des espèces en voie de disparition. Ces espèces en voie de disparition, une fois qu'on leur sort de leur cadre naturel, parfois ils ne survivent pas. Donc, nous, en tant que promoteurs du développement, nous devons réellement réfléchir sur ces points. Mettre en place des mesures strictes, par exemple, pour protéger ces essences-là. Parce que l'homme, c'est vrai qu'il est au centre, mais il dépend de beaucoup de choses. Même le plus petit des insectes, comme j'ai suivi une émission hier, même le plus petit des insectes a son rôle sur la Terre. Prenons le cas des scarabées. Après un passage de buffle, ils viennent, ils reprennent les bousses de ces animaux et ils les consomment. Et puis, ils vont les transformer dans leur terrier pour pondre des œufs, pour renouveler leur espèce. Donc, même le plus petit a son rôle à jouer. Et l'homme devait aujourd'hui tirer les leçons de ce qui nous arrive aujourd'hui.
Monsieur Akono, vu tout ce que Monsieur Ndom vient de nous dire, nous constatons que nous sommes là dans le domaine forestier. Nous constatons que bon nombre des sociétés forestières, et ce n'est pas moi qui le dis, ça a été décrié ici et là, précisément le grand explorateur ou consommateur de bois devient la Chine, mais il y a des grumes qui ne devraient pas être exploitées, mais qu'ils exploitent, et que nous, derrière, nous laissons faire. Bon, ici, le tour, c'est une question de probité morale, donc d'éthique et de déontologie. Parce que tant que nous n'avions pas appréhendé ces mécanismes-là, ces valeurs morales, nous aurons du mal à faire respecter nos lois. Aujourd'hui, c'est bien beau de jeter l'anathème sur la Chine, mais le Chinois, il vient, c'est pour faire ses affaires, tant qu'il peut tuer le maximum, il le fera. Maintenant, où est l'intégrité qui devrait nous habiter? De sorte à préserver ces environnements, pas pour nous, parce que nous sommes déjà des hommes du présent. Mais les efforts que nous mettons en place, que nous déployons, c'est pour que les générations futures trouvent au moins des ressources afin de porter, de continuer notre œuvre. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur ce qu'il a eu à dire là. Il y a des mécanismes. Et on pourra faire le rapprochement avec la Chine, avec la question actuelle sur l'exploitation abusive de certaines de nos ressources. C'est-à-dire qu'en exploitation forestière, on a mis en quelque sorte, il y a une labellisation qui a été mise en place. Et cette labellisation doit pouvoir retracer l'origine du bois. C'est-à-dire qu'ici, il y a des normes environnementales qui ont été définies. Par exemple, si vous avez un permis forestier qui tient sur, disons, 10 hectares, donc si vous devez découper votre parcelle, votre permis forestier en 4 parcelles. Donc nous avons 10 hectares, donc vous aurez 4 parcelles de 2,5 hectares. Maintenant, vous allez adopter une rotation. Et c'est là qu'on vient à parler de reboisement. Parce qu'il y a un reboisement artificiel où on va prendre des pépinières. Là, ici, on va recréer ce qu'on va appeler des arboretums. Forêts plantées et entretenues par l'homme. Mais il y a également un mécanisme naturel qui renvoie quasiment à la jachère que nous pratiquions. C'est-à-dire que si vous avez la parcelle numéro 1, vous allez l'exploiter pendant 10 ans. Les autres 3 parcelles sont au repos. Quand vous avez épuisé le stock exploitable dans la parcelle numéro 1, vous allez dans la parcelle numéro 2, ce qui va permettre ici au jeune plant de la première parcelle de croître tranquillement. Vous allez passer 10 ans dans la deuxième parcelle, vous allez dans la seconde parcelle, vous allez également faire 10 ans. Donc, les plants de la deuxième parcelle auront déjà 20 ans quand vous allez finir l'exploitation de la troisième parcelle. Et quand vous irez dans la dernière parcelle, la quatrième, les plants de la troisième parcelle, de la première parcelle auront déjà 30 ans. Et c'est un mécanisme qui permet à la forêt de Sceaux entretenir. Donc, il y a ici une exploitation qui se soucie en quelque sorte du renouvellement ou de la régénération de la forêt. Mais ce qu'on reproche aujourd'hui aux exploitants asiatiques, donc chinois et malaisiens, c'est-à-dire qu'ils vont exploiter des troncs, des fûts qui n'ont pas atteint une certaine maturité et qui n'ont pas le diamètre exploitable. Et c'est aujourd'hui le problème. Et qui doit veiller à cela? Ce sont nos autorités, ce sont les agents du ministère des Eaux et Forêts, ce sont des ONG, mais nous avons l'impression que c'est tout un mécanisme aujourd'hui qui est entretenu par l'argent facile, pas du gain. Et nous avions quand même vu ici, il y a quelques mois, l'actualité qui a défrayé la chronique, c'était le Kevazingo Gate. C'est-à-dire un bois qui était censé ne plus être exploité, mais qui se retrouve dans des conteneurs entre le port de Vendo et certains pays asiatiques. Donc cela rend compte de la difficulté aujourd'hui de concilier développement durable, protection de l'environnement, enrichissement personnel ou croissance économique, parce que les États sont à la recherche d'une croissance économique qui va stabiliser la structure de la société en apportant des revenus aux populations. Donc, il devient
dans ce cadre-là, difficile. Certes, la volonté, elle est là, mais on a toujours des voies peu orthodoxes qui permettent à certains exploitants véreux ou à certains fonctionnaires véreux de faciliter une exploitation abusive de nos matières premières. Moi, j'ai été membre d'une étude sur le parc de la Lopé. Là, c'était également un scandale. Scandale, je peux en parler aujourd'hui. Faites-nous parvenir vos découvertes. C'était un scandale parce que c'était un stage, j'étais étudiant au département de géographie. Nous nous sommes rendus à la Lopé pour mener des études. C'était un stage international où on avait des étudiants et des enseignants venus de France. Nous avions des étudiants de l'UOB et de l'USTM. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a capturé, on a placé des pièges, on a prélevé des insectes, des échantillons d'insectes, papillons, etc. dans la nature. Mais lorsque le CNRS va donner l'ordre pour que ces insectes-là puissent sortir du Gabon, ce qui a été déclaré, c'est une catégorie bien précise d'insectes qui a été déclarée et qui était réellement présent dans le bon de sortie. Mais moi, je faisais partie de ces équipes qui ont analysé les échantillons au laboratoire. Il y avait des libellules, des Westmania. Pratiquement quelques espèces très intéressantes. Il y avait plus d'une vingtaine d'espèces d'insectes de la forêt gabonaise qui ont été prélevés. Mais lorsqu'ils vont signer le partenariat avec le CNRS, ils n'ont pas déclaré toutes ces espèces. Il n'y a qu'une petite, environ 2 ou 3 espèces qui devaient sortir du Gabon pour être étudiées, notamment les papillons. De sorte à sortir un manuel de biogéographie qui rend compte de la propagation de ces espèces de papillons dans le parc de la Lopé. Nous avions également le problème de la Westmania, une petite fourmi que nous appelons la fourmi de feu, qui devait également être étudiée parce qu'elle rendait les buffles et les éléphants aveugles. Mais dans les valises, dans les malles qui devaient être exploitées, il y a eu des espèces qui sont sorties comme ça. Donc le CNRS n'avait pas correctement fait son travail. Mais nous qui étions dans le stage, on savait que là, le document... Monsieur Akono, excusez-moi, je vais vous relancer. Est-ce que vous avez exprimé ou donné toutes ces informations-là à l'ancien directeur du CNRS, qui est le professeur Iliata, de l'époque? Bon, nous sortons de stage. Maintenant, c'est une affaire entre enseignants et CNRS. C'est déjà au journal télévisé que moi je découvre que tout ce que nous avions ramené de brousse a été présenté au CNRS et que le CNRS est en train de signer un partenariat pour que ces espèces sortent pour être analysées en profondeur dans les laboratoires en Occident. Mais lorsque nous nous sommes penchés sur la question pour voir un peu, on se rend compte que dans le banc de sortie, il n'y a qu'une infime partie des espèces récoltées qui ont été déclarées, mais le reste n'a pas été déclaré et on estime que les autres, les vers de terre, etc., et les drosophiles, toutes ces espèces-là sont sorties du Gabon clandestinement. Alors, donc, si je comprends bien, monsieur Charmant, c'est qu'il faudrait toute une chaîne de surveillance. Même nos gardes de frontières, donc j'attends là la police, la douane, etc. Ils doivent aussi avoir un œil là-dessus. Ils doivent connaître, ils doivent être formés dans ce domaine pour maîtriser ça. Parce que moi, je suis un agent de douane. Si je vois les vers de terre, pour moi, ça ne me dira rien. Puisque je n'ai pas connaissance de ce que vous voulez faire avec. Est-ce que là, ce n'est pas un véritable danger? Bon, il faut comprendre que déjà dans nos frontières ou bien dans nos forêts, beaucoup d'agents n'ont pas reçu cette formation en biodiversité. Et là, déjà, ça constitue un problème. On ne sait pas qu'en faisant sortir ne fût-ce qu'un insecte dans son milieu naturel, pour l'étudier ailleurs, nécessite normalement des autorisations. Et aujourd'hui, avec les équipements de nos agents, c'est vraiment difficile. Il ne faut pas aussi trop leur jeter l'anathème. Non, mais monsieur Charmant, je pense que avec le passage du nouveau ministre des Eaux et Forêts, je pense que les choses, certainement, iront mieux. Mais alors, la question qui me vient, elle s'adresse à vous deux. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir une synergie, une très très bonne collaboration entre
le ministère de l'Intérieur à travers la police, parce qu'aujourd'hui nous avons la police de l'air qui est située à l'aéroport, et nous avons aussi des gars de la gendarmerie, ils ont une école. Actuellement, la plupart des recrutements, c'est niveau bac, voire plus. Est-ce que l'on ne devrait pas mettre dans leurs différentes formations des enseignements dans ce domaine? Donc prendre des chercheurs pour leur dispenser des cours dans ce domaine. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le quota nécessaire pour essayer de répandre ces expertises à l'intérieur. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais ils sont formés à Libreville Oui, justement, ils sont formés à Libreville. Mais comprenez aussi que les conditions dans lesquelles ils seront affectés ne seront pas faciles. On est dans la forêt, on a les braconniers, on a aussi la menace... Non, moi je parle plus de ceux qui sont à l'aéroport international de Libreville. Bon, les Romba. Déjà, ceux qui sont à l'aéroport, si un passager passe et qu'il est en règle, je ne pense pas que... Je me souviens d'une anecdote où des perroquets du Gabon s'étaient retrouvés dans un pays d'Europe de l'Est. Donc, à l'aéroport, contrôle, on a des cages avec des perroquets, bon, des grilles du Gabon. Et bon, le service de douane et la police dans ce pays, dont je ne vais pas citer le nom ici, ont mené des investigations et ont pu retracer l'origine de ces perroquets. Et on a compris que c'était des perroquets gabonais. Donc, comment les perroquets gabonais ont-ils fait pour se retrouver en Europe de l'Est? Cela veut dire quelque part ici qu'il y a des failles. Et cela remet en cause également le système de formation dans quasiment tous les domaines au Gabon aujourd'hui. C'est-à-dire nous sommes restés très basiques selon l'école française, mais aujourd'hui il est nécessaire qu'on intègre également la protection de l'environnement dans des écoles de gendarmerie pour que l'OPJ... Mais aussi de police. Et de police, pour que l'OPJ qui sort de là ait également des armes, que l'on modernise, qu'il soit également instruit dans le droit environnemental, de sorte qu'il ait des armes, de sorte que lorsqu'on va lui amener une caisse, ça sont des espèces du Gabon, le CNRS nous a signé une autorisation, il devra avoir ses armes. Bon, lui, il verra, il lira, il dit d'accord, c'est le CNRS. Mais est-ce qu'on lui a demandé de vérifier réellement, est-ce qu'on lui a appris à vérifier si ce qui a été réellement déclaré dans le bordereau correspond au contenu? Voici également un problème. Et bon, ce ne sont que des insectes, d'accord, ça ne nous apporte rien. Alors qu'aujourd'hui, dans l'économie durable, si on prélève un échantillon au Gabon, on l'amène ailleurs, et si cet échantillon produit de l'argent, si c'est un manuel qui a été rédigé, le Gabon devrait toucher une ristourne. Effectivement. Parce que ce sont des échantillons prélevés sur le sol gabonais qui ont permis à ce chercheur-là d'écrire son manuel. Donc il devrait obligatoirement renvoyer une quote-part à la terre d'origine de ces échantillons. Voici également voici des éléments de développement durable dont on parle aujourd'hui, de tourisme scientifique. C'est une sorte de tourisme. Et le Gabon a ce potentiel-là de tourisme scientifique. On peut y venir étudier pas mal d'espèces, les interactions entre espèces, et attirer également d'autres investissements directs étrangers. L'université d'Harvard peut décider de construire une station d'études au Gabon en droit environnemental et autres. Une autre université spécialisée dans des questions d'environnement peut également décider de construire une station dans Minkebe, dans la Mungalabandougou, etc. Nous avons tellement d'opportunités à travers la protection de l'environnement pour développer une économie circulaire, une économie durable. Mais aujourd'hui, voici un peu, mais nous avons des failles dans le système de protection et de surveillance de cet environnement et de cette biodiversité. Monsieur Akono, peut-on affirmer que l'impact environnemental des activités économiques menace nos ressources disponibles? Bon, aujourd'hui, comme il l'a dit en début, nous sommes dans une économie de masse et l'économie a besoin de ressources. Et nous poussons de plus en plus vers des innovations. Prenons le cas des voitures électriques qui ont besoin de cobalt et d'autres terres rares
que l'on va retrouver dans certains pays comme le Congo. Peut-être que le Gabon aujourd'hui, en ce qui concerne, je n'ai pas la dernière donnée sur la prospection géologique en matière de terres rares. Il y a des pays africains qui ont découvert. Maintenant, pour élever ces terres rares-là, il y aura nécessairement un impact sur l'environnement. Nous avions vu le cas Belinga. Pour exploiter la mine de Belinga, il faut de l'énergie. Il faut construire un barrage hydroélectrique sur le fleuve, mais en construisant ce barrage, on risque de noyer toute une bonne partie du parc de Livindo. Donc voici des interactions qui nous montrent un peu que développement en croissance économique aura nécessairement un impact sur l'environnement, parce que les ressources dans une économie comme celle du Gabon, en fait, c'est une économie qui dépend de l'exploitation des matières premières. Et également le transport. Le transport aujourd'hui constitue l'une des principales causes de pollution dans le monde. Vous avez le transport aérien, vous avez le transport maritime, vous avez le transport routier, et tous ces transports-là, en fait, c'est une activité qui a un impact sur la couche d'ozone, qui a un impact sur les microclimats. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le cas du microclimat de Paris, qui est très impacté par les gaz d'échappement automobile. Vous avez la même chose pour New Delhi en Inde, vous avez la même chose pour le parc automobile de Pékin. C'est des villes aujourd'hui qui ont un microclimat lié à l'intensité de son activité économique. Comparez le marché de Montbouette à chez moi à Kanda, c'est deux climats différents, deux environnements différents. Monsieur Ndong, la protection de l'environnement constitue-t-elle une limite économique? Je dirais aujourd'hui non. Non, pourquoi? Parce que les États qui ont signé de préserver leur environnement ont reçu de la part des autres pays une manne. Et c'est cette manne-là qui leur permet certainement, parce qu'on n'a pas encore réellement des chiffres, on va vous les donner peut-être prochainement, et c'est cette manne qui permet à ces pays de fonctionner aujourd'hui. Prenons le cas du Gabon. Tous les parcs du Gabon sont classés au niveau de l'UNESCO. Effectivement. Et étant donné que ces parcs regorgent d'une biodiversité et de richesses naturelles, alors ne pas les exploiter aujourd'hui ne constitue pas forcément une menace ou un impact sur l'économie. Au contraire, c'est un moyen pour nous de réfléchir comment on peut valoriser ce bien naturel-là autrement. Comment on peut le transformer en monnaie aujourd'hui. C'est à ces mots que la préservation de l'environnement est un atout aujourd'hui pour nous. C'est vraiment notre atout majeur. Monsieur Akono. Bon, ici, je peux adhérer à sa position, mais c'est quand même un peu mitigé. Alors, si nous prenons un peu le cas des États-Unis avec le président Trump, qui a trouvé des protocoles que son prédécesseur avait laissés sur la protection de l'environnement, mais lui, voulant le tout économique, relancer forcément la croissance du pays, pour l'actuel président des États-Unis, la protection de l'environnement constitue ici une limite à la croissance économique de son pays. La preuve, il a signé des arrêtés qui permettaient aux pipelines de passer sur des terres appartenant à certains clans amérindiens, population autochtone des États-Unis et d'Amérique. Et nous avons aussi un peu le problème chinois, qui a besoin d'entretenir une certaine croissance industrielle, mais est également soumis à certaines exigences internationales. Et d'où ce dilemme qui naît. Doit-on respecter les accords qui nous imposent de réduire les émissions de gaz à effet de serre au détriment de la croissance économique? Vous avez le cas de l'Inde qui aspire à un certain leadership économique, mais qui va nécessairement avoir un impact sur l'environnement global. Donc aujourd'hui, protection de l'environnement, c'est conciliable. Maintenant, pourvu que tout le monde
y adhèrent. On a vu les États-Unis qui n'ont pas adhéré aux accords de Paris sur le climat. Parce que pour eux, en adhérant à ce principe, ils devaient bloquer certains pans de leur économie sous prétexte de la protection de l'environnement. La Chine également aujourd'hui boude également ses accords. L'Inde également boude ses accords. Ce sont les pays scandinaves dont l'impact environnemental est minime. Prenons le cas, il a parlé des subventions. Le Gabon, je pense l'année passée, avait reçu une enveloppe d'environ de plus de 150 millions, de plus de 100 millions de la part des pays scandinaves pour la préservation de la forêt gabonaise. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la mission à affecter à ce fonds? Voici là une question qui m'a toujours traversé l'esprit. Ok, on donne de l'argent pour que le Gabon puisse préserver son environnement intact. Maintenant, quelles sont les missions affectées à ce fonds? Est-ce que ce fonds-là va permettre à celui-là qui vit dans le parc de la Lopé, à cet Okandé ou à ce Simba, ou à ce Saké ou à ce Makina, qui vit dans le parc de la Lopé, de ne plus aller chasser? Est-ce que ce fonds-là doit lui permettre de développer une activité autre que la chasse, autre que la cueillette, de sorte à ne plus avoir un impact sur l'environnement? Permettre à ce Baka-là qui vit dans le massif de Minkébé, qui est naturellement chasseur, de ne plus dépendre de la chasse. Jusqu'aujourd'hui, on a déclaré à la télé, dans les médias, mais la méthodologie quant à l'utilisation, ou bien est-ce que ce fonds-là a déjà été mis à la disposition des autorités gabonaises, ça, on ne nous a plus communiqué. Voici là les questions. Aujourd'hui, on parle. Cela ne nous regarde plus. Cela ne nous regarde plus. Non, voilà. Ce ne sont que des interrogations. Vous suivez votre qui vont nous. Votre prenons analyse, le cas du parc de la Lopé, qui est un patrimoine de l'UNESCO. C'est un patrimoine qui appartient à la communauté internationale. Donc cela veut dire que la communauté internationale contribue à la préservation de ce parc. Et préserver ce parc signifie qu'il faut trouver d'autres alternatives aux populations qui entourent ou qui vivent à l'intérieur du parc. Donc ici, on a finalement cette dualité qui va naître en apporter des moyens de subsistance aux populations pour qu'ils n'impactent pas, ou laisser ces populations se débrouiller, sachant que dans la Lopé, on ne peut plus planter une bouture de manioc, les buffles ou les éléphants, ou un rejet de bananes, les buffles ou les éléphants viendront le déraciner quelques jours après, et on perd tout. Il n'y a quasiment plus d'agriculture dans cet espace. La chasse est complètement... Vous tuez un singe en la Lopé, vous êtes censé aller déclarer l'accident au poste de gendarmerie, comme si vous avez également tué un être humain sur la voie publique. Monsieur, donc là c'est un peu le contraire. Nous avons vu avec l'impact environnemental où les activités de l'environnement peuvent limiter l'activité économique. Bon, maintenant, là, est-ce que l'on peut relancer l'économie mondiale sans impacter notre environnement? Est-ce qu'actuellement, vu tout ce que nous nous sommes dit depuis le début de cette pandémie, et aujourd'hui, il ne faut pas se voir la face. Nous étions la semaine dernière dans la semaine de l'environnement. Voilà. Est-ce que les économies du monde peuvent être relancées sans impacter notre biodiversité ou notre... Aujourd'hui, je dirais non. Vous savez, déjà avec la guerre lancée par Donald Trump contre la Chine, effectivement. Justement, parce que la Chine aujourd'hui a littéralement contourné un peu, soi-disant, toutes les mesures. Et ils sont dans tous les domaines aujourd'hui. Et ils sont en train de, je ne veux pas dire envahir, je veux dire en train de se construire en Afrique, vu son potentiel. Donc aujourd'hui, je dirais non. Les économies aujourd'hui ne vont pas se limiter parce qu'il faut protéger l'environnement. Ils ont déjà besoin de cette production pour relancer, pour stabiliser leur croissance. Parce que s'ils ne le font pas, ils peuvent retomber dans les travers que la France a connus à travers les mouvements sociaux
qui ont littéralement baissé la croissance. Et quand il s'agit de croissance, forcément, l'environnement prend un coup. Monsieur Akono? Bon, ici, comme il a si bien dit, c'est un peu difficile de relancer l'appareil économique sans qu'il y ait impact sur l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les prévisions de récession en France sont portées à plus de 10%. 10%. Et pour relancer cette machine économique, non seulement on demande de travailler plus, mais ce travail-là aura un impact significatif sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut dépenser de l'énergie. Et l'énergie, donc l'énergie la plus utilisée aujourd'hui, c'est l'énergie fossile. Même si les autorités, par exemple, au cas d'un pays comme la France, mettent la priorité sur l'énergie électrique aujourd'hui, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas des sources d'énergie à la portée de tout le monde. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui va rouler à la voiture électrique. Donc le bon vieux carburant, fuel, gasoil, essence, ce bon vieux carburant sera toujours là pour satisfaire les couches les plus modestes. Et lorsqu'il y aura relance économique, il y aura automatiquement regain de pollution parce que les avions vont recommencer à voler, à gauche, à droite, les trains vont reprendre de l'activité, le parc automobile mondial qui était en arrêt depuis quasiment plus d'un trimestre aujourd'hui va reprendre de l'activité et il y aura un impact sur l'environnement. Des pays africains qui avaient déjà des soucis d'ordre économique auront nécessairement besoin de se redonner une santé. Et sachant que nos pays dépendent des matières premières, donc le pétrole sera exploité. Le Gabon, par exemple, aujourd'hui le prix du baril du pétrole il est à moins de 30, autour de $30. Donc des pays comme le Gabon auront envie d'exploiter davantage le pétrole de sorte à relancer la croissance économique qui est souvent soutenue par l'or noir. Nous aurons peut-être également des concessions qui seront nécessairement faites sur l'exploitation forestière. Donc voici là les impacts qui vont ressortir de cette crise de Covid en mon humble avis. Et pour enchérir ce qu'il a dit, je pense que cette relance risque d'être brutale puisqu'elle peut toucher les réserves des générations futures. Parce qu'on ne s'attendait pas aujourd'hui à avoir 3 mois d'arrêt d'activité économique. Alors, pour combler ce déficit-là, on devrait chercher les fonds quelque part. Et l'environnement qui est dans un lieu géographique bien précis, qu'on avait peut-être prévu exploiter une mine d'or ou un champ de mine dans 30 ans, ben, je pense que des récessions aujourd'hui seront vite faites par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, la question s'adresse à vous deux. Je prends d'abord votre avis là-dessus. Alors, ce que beaucoup d'États africains, précisément le Gabon, ce que nous devrions faire, c'est de nous engager dans une diversité économique très sérieuse. Monsieur Akono. Oui, aujourd'hui, bon, la question de la diversification de l'économie est là d'actualité depuis un peu plus de 10 ans. Parce que, comme on l'a si bien dit... En fait, nous ne devons plus balbutiner là-dessus. Nous avions toujours eu une économie extravertie basée sur l'exploitation des matières premières, sur l'exportation, exploitation, exportation. Or, le bon modèle économique aujourd'hui, c'est exploitation, transformation, exportation. Donc ici, ce modèle-là permet d'augmenter la valeur ajoutée du produit. Mais nous l'avons, maintenant, aujourd'hui, nous assistons le bois gabonais être non, le bois gabonais, la première transformation. Nous avons la première transformation. Maintenant, aujourd'hui, le Gabon ne devrait plus se limiter à la première transformation. D'où la construction. C'est quoi j'ai coutume de dire qu'on pourra tout reprocher peut-être un jour au président Ali Bongo, mais on devrait lui accorder la médaille d'or pour avoir signé cet acte-là qui interdisait l'exportation des grumes. On devrait lui accorder la palme d'or pour avoir construit la zone économique d'Ungkok. Parce qu'aujourd'hui, la zone économique d'Ungkok devient une plateforme qui peut aspirer les industries du bois à travers le monde. Au lieu de scier, de nettoyer le bois et de le mettre en conteneur en vue de l'exporter à l'étranger, mais
on peut aspirer toute la chaîne de transformation, de sorte que ce ne soit plus le bois de première transformation qui soit exporté, mais que ce soit des produits finis consommables que l'on envoie maintenant dans d'autres bassins de consommation. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien ce que, comme je l'ai dit, là, il mérite la palme d'or pour cette initiative-là. Maintenant, nous ne devons pas nous arrêter à ce niveau. Il va falloir aspirer, chercher à aspirer, sinon, à défaut de faire 50% de ce secteur, mais au moins avoir 30% même de la transformation du bois en produit fini, pas en produit semi-fini, sur le sol gabonais. C'est un défi que nous pouvons atteindre. Maintenant, comment atteindre ce défi? Il faut revoir le système de formation au Gabon, de sorte que l'entreprise qui arrive de l'étranger trouve déjà cette main-d'œuvre sur le sol gabonais. Rassurez-vous, sur le domaine du bois, nous avons l'université de Boué qui va ouvrir ses portes. Non, encore que si ce n'est pas un problème d'université, excusez-moi si j'essaie de monopoliser, on ne peut pas faire de l'industrie avec des ingénieurs, parce que l'université va former des ingénieurs, des cadres supérieurs. Mais moi, je pense qu'une industrie a besoin également d'ouvriers qualifiés. Et les ouvriers qualifiés, c'est dans des centres de formation, c'est dans des lycées techniques qu'on va préparer des ouvriers qualifiés qui ne nécessitent pas forcément le bac, mais il peut avoir un CAP en menuiserie, il peut avoir un BPI en menuiserie. C'est déjà un ouvrier qualifié. Quand il sort de là, il n'a pas de bac, mais le BPI ou bien le CAP lui permet d'être opérationnel. Monsieur Akono, vous avez fait un tour en Kembo, à l'école professionnelle de Nkembo? Moi, j'y étais. J'ai vu comment est-ce que des jeunes compatriotes sont formés là-bas, que ce soit dans le domaine du bois, dans le domaine de la mécanique, dans pratiquement tous les domaines. Nous avons cette main-d'œuvre. Mais il suffit seulement que notre État, nos dirigeants, prennent ces garçons-là, ces gars bien formés, et leur donner des endroits où ils pourront exploiter leur talent. Non, moi je vais dire... je vais peut-être enchérir. Oui, allez-y, allez-y. Le problème peut-être n'est pas dans la formation ou dans... parce que nous avons des gars bien formés. Hein. La transformation. Aujourd'hui, le problème, c'est la consommation du produit gabonais. Parce que moi, j'ai vu des meubles made in Gabon transformés, des jolis meubles. Mais combien de Gabonais consomment ces meubles? Même dans nos ministères, on arrive au ministère. Rares sont des ministères qui utilisent la chaise en bois, mais vraiment faite de manière industrielle. Peut-être on peut encore accorder quelques habillages. Le coût. Justement, c'est un problème de mentalité. Est-ce que le Gabonais est prêt à consommer son produit? Monsieur Akono, vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que nous sommes prêts? Vous avez parlé de la zone industrielle de Nkok, qui est vraiment un joyau. Mais aujourd'hui, tout ce qui sort là-bas n'arrive pas à couvrir le marché national. Donc aujourd'hui, la question... Et je peux même dire, monsieur Akono, excusez-moi, je vais vous relancer. Je peux même dire que la production de la zone économique de Nkok ne couvre que peut-être les 2% du marché national. Toute la production est exportée. Non, aujourd'hui, la question du Made in Gabon ne se pose pas. Déjà, même avec Agro Gabon autrefois, le Made in Gabon avait du mal à accéder aux ménages. Donc, il se pose peut-être c'est pourquoi je parle de la fabrication de masse. Encore que oui, est là, c'est pour répondre à certaines exigences. Mais si nous développons également d'autres zones comme Nkok, on peut maintenant faciliter l'accès du produit Made in Gabon. Parce que le produit Made in Gabon est souvent même perçu comme un produit de luxe parce que son coût a souvent n'est pas préférentiel par rapport à certains produits qui sont importés de l'étranger, qui paient la douane, qui paient le transport. Donc aujourd'hui, voici également des défis que nous devons relever sur le produit Made in Gabon. Lorsqu'on vous sert, il n'est pas normal qu'un meuble qui vous arrive de Turquie, par exemple, coûte 300 000 francs et qu'un meuble de même type fabriqué au Gabon soit vendu à 400 000 francs sur le marché gabonais.
Donc, l'avantage comparatif voudrait que vous achetiez ce qui est moins coûteux, qui vous arrive de Turquie. Donc, il va falloir également voir à quel niveau il y a ce gap, ce différentiel dans le coût. Le Gabonais, c'est une population qui consomme. Et le consommateur, qu'est-ce qui va attirer le consommateur? C'est d'abord le coût. Prenons un exemple, vous allez dans une grande surface, vous mettez votre produit à 400 francs. L'autre va mettre son produit à 399 francs. Rien que ce différentiel-là d'un franc attire déjà le consommateur. Et pourtant, c'est un franc qui ne vous sera jamais remboursé parce que la petite monnaie n'existe quasiment pas. Vous donnez 400, on vous donne le produit et vous banalisez. Mais, sur le plan psychologique, il y a cet impact-là. Mais je pense le Made in Gabon, c'est du bois massif, ce sont des meubles durables. Il va falloir également faire cette promotion-là, aller vers les consommateurs, aller vers la population, promouvoir le Made in Gabon et réduire également la fiscalité sur ce produit-là. Certes encore que c'est déjà réduit, maintenant il faut aussi créer un réseau comme ce qu'on a fait avec les programmes, ce que nous faisons aujourd'hui avec les programmes graines, où on va créer des marchés un peu partout pour que le produit soit accessible à tous les consommateurs. Et c'est réellement la même stratégie qu'on devrait utiliser dans les autres secteurs. Monsieur Ndong, est-ce que nous avons entendu ici des fonds donnés par les pays de l'Europe de l'Est à notre très cher pays, le Gabon? Alors, qu'est-ce que l'on peut entendre par fonds verts, obligations vertes? Disons que les fonds verts sont des mécanismes de financement onusiens qui visent à financer, qui sont financés par les grandes puissances aujourd'hui à destination des pays en voie de développement qui ayant connu un choc au niveau des changements climatiques. Ah, oui. Oui, là aussi nous avons souvent entendu parler des obligations vertes ici et là. Pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce qu'une obligation verte? Une obligation verte, ce sont des titres émis sur le marché par un tiers permettant le développement des énergies renouvelables. Monsieur Akono, nous sommes en train d'aller rapidement vers la fin de l'émission. On va prendre un peu votre mot de la fin, monsieur Akono. Bon, ici, par rapport à la thématique débattue, il est difficile, dans ce qui me concerne, à mon humble avis, dans un monde en panne de croissance économique, de concilier économie et protection de l'environnement. D'autant que c'est un monde qui a besoin de se relancer, dans le souci de stabiliser la sphère sociale et de stabiliser également les équilibres géostratégiques et politiques à l'échelle mondiale. Il y aura sans doute un fort impact sur les environnements car nous sortons d'une crise qui n'a pas été programmée, qui n'a pas été anticipée. Et on voit aujourd'hui que toutes les économies, tous les secteurs d'activité sont quasiment en arrêt. Et relancer ces secteurs nécessitera forcément un impact assez considérable sur les écosystèmes, sur la biodiversité et sur l'environnement en grosso modo. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'économie mondiale a échoué. Et il faudrait repenser un peu nos méthodes de politique économique. Nos politiques sont essoufflées aujourd'hui parce qu'on n'arrive plus à une croissance dépassant les 3,6, 4,6. On n'arrive plus. Donc aujourd'hui, les dirigeants doivent s'asseoir et réfléchir sur un nouveau modèle de croissance économique adapté à l'environnement, adapté au changement climatique. Nous devons réellement nous pencher sur ces questions-là. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Les transitions écologiques avec
les effets de la crise permettent au pays ou à un pays de faire le choix sur son équilibre budgétaire, où il faut atteindre les 3, et quelques %, mais aussi comment ce pays peut faire en sorte que le taux de chômage qui est très croissant puisse diminuer. Donc, le tout revient à nos dirigeants de voir comment concilier économie et protection de l'environnement. Merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous vous souhaitons comme ça un excellent week-end et nous saluons de loin M. Gaël Miyindou qui était en train de nous suivre sur notre page Facebook parce qu'il faut dire qu'il a port gentil. Il nous regardait depuis. Eh ben, excellent début de semaine à vous. Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.